Mesdames, Messieurs, en toute vérité, c'est votre magazine sur votre télévision. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Moukalaï Sonkwe. Il est le président urbain de la FEC Lubumbashi. Bonsoir, Monsieur Moukalaï. Bonsoir, Captiva Sanga. Bienvenue sur ce plateau. Merci Héritier beaucoup. Maïla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir également à ceux qui nous suivent ce soir. Bonsoir également à M. Moukalaï pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, avec notre invité, nous allons échanger autour de la situation économique de la République démocratique du Congo. Nous allons faire un bilan sur l'exercice précédent concernant bon nombre de dossiers qui cadrent avec l'économie. Ici à Lubumbashi, nous allons aborder la question ayant trait à la taxe sur immondice, la taxe qu'a initiée la mairie de Lubumbashi et le recyclage des chauffeurs. Quels sont les impacts sur le plan économique par rapport à toutes ces décisions de la mairie? Et puis, vous savez, le dossier, c'est aussi la révision du code minier. Le gouvernement a renoncé ou soit a reporté ses projets concernant la révision de l'actuel code minier. Nous allons en parler dans ces magazines avec notre invité, M. Moukalaï Sonkwe. L'année qui vient de s'achever était catastrophique sur le plan économique, nous osons de le dire. Selon vous, bon, qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? Bon, je suis content aujourd'hui, M. Sanga, vous me parlez qu'il y a la crise. Toutefois, vous confirmez qu'il y a une bonne évolution économique. Je t'avais dit il y a longtemps, ça fait au moins des années et des années, on parlait de la crise. Parce que, vous savez, la crise pour combattre, c'est la production. Or, la production, c'est le travail. On a négligé la création d'emplois. Même s'il n'y a pas la création d'emplois, il y a lieu d'organiser, d'encadrer la masse à la production. C'était tout à fait normal, c'est prévisible. Or, cette année-ci, ça peut être plus pire que les autres années. Parce qu'on a vidé toutes les réserves. On a vidé tout ce qui est comme réserve au niveau du pays. Maintenant, nous sommes dépourvus. C'est la misère. Monsieur Moukalaï, est-ce que vous pensez, avec la chute des métaux sur le plan international, ça peut avoir aussi un impact par rapport à cette crise? C'est ça même qui est à la base de la crise, parce qu'on a fait confiance au secteur minier comme base de développement du pays. On ne peut pas développer les pays avec les secteurs miniers. Nous, tout d'abord, les secteurs miniers dans notre pays, c'est la richesse des autres. Parce que nous ne sommes même pas capables de contrôler les secteurs miniers. On ne fixe même pas les prix. On ne connaît pas la valeur. Qui fixe les prix, ce sont les autres. C'est la richesse des autres. On ne peut pas mettre l'accent sur le développement à partir du secteur minier. C'était impossible. C'est ça même qui a plongé les pays en crise économique. Parce qu'on a mis accent sur le secteur minier. Ce n'est pas notre richesse. Je vous dis, qui fixe les prix, ce sont les autres. Et on ne tient même pas compte de la réalité économique de notre pays. De 10 000 à 4 000 $. Vous voyez, ça c'est une chute libre de notre économie. Voilà, moi je pense que ce n'est pas le problème de si c'était prévisible. Dans les affaires, vous ne pouvez pas chaque fois monter. Il y a monté, mais il faut qu'il y ait des stratégies. Les 10 ans, c'est à peu près 10 ans, 9 ans qu'on a évolué avec le secteur minier. Et il y avait quelque chose qu'on devrait récupérer et aussi soutenir d'autres secteurs. Les secteurs qui peuvent lier directement, les secteurs liés directement à la population pour l'inciter à la production. Mais on n'a pas fait ça. C'était prévisible, M. Sanga. Et pourtant, ici chez nous en province, à l'époque, le gouvernement provincial que dirigeait M. Moïse Katumbi avait initié une action dans ce sens pour booster le secteur agricole en impliquant le minier, en impliquant le minier dans ce secteur de l'agriculture. Donc, le projet n'a pas été soutenu. Donc, ça peut aussi avoir un impact dans ce sens. Moi, chaque fois, M. Sanga, il faut éviter de parler des eaux. C'est Gilles Roumain qui a catégorisé 3 esprits. Les esprits d'élite qui parlent les idées, les esprits moyens qui parlent des événements et les esprits médiocres qui parlent des personnes. Parlons des événements et des idées. Les systèmes qu'on a utilisés ici, est-ce que c'était pour soutenir l'agriculture? Non. Vous dites aux miniers de cultiver. Or, on devrait créer quelque chose qui peut encadrer
toute la population. Tout d'abord, les miniers, leur objet social, c'est produire les cuivres. Est-ce que dans leur projet social, il y avait l'agriculture? Non, nulle part. C'est ça même qui a plongé notre province dans la crise. Même la crise alimentaire. Ça pouvait, on devrait ça même pouvait quand même aider à booster le secteur agricole. C'est ça même la base. On devrait, les petits, organiser un fonds pour soutenir l'agriculture au niveau de notre pays, au niveau de notre province. Vous savez, les Katanga, il y a des zones monétaires. Il y a les 1000 francs de l'intérieur. Tu ne peux pas comparer avec les 1000 francs de Lubumbashi. Maintenant, tu dis qu'on cultive à Lubumbashi. Est-ce que ce qu'on va cultiver à Lubumbashi, on peut les consommer à l'intérieur? C'est impossible. Or, on devrait avoir les fonds et soutenir. Dans chaque territoire, il y aura une production qui est en rapport avec les revenus de la population. Vous pensez, si on cultivait ici, si vous voulez cultiver convenablement, il faut au moins $1200 par hectare. Maintenant, si vous produisez autant de tonnes, prenons même 6 tonnes par hectare, est-ce que quelqu'un qui touche 40 000 francs peut acheter un sac de farine? Or, pour mieux vivre ici à Lubumbashi, il faut que les sacs de farine baissent à 4 000 francs en rapport avec les salaires des gens. Il dépense au moins 10% de son salaire pour l'achat de la farine. Maintenant, tu dis aux miniers de cultiver pour vendre, pour donner gratuitement à la population. C'est une façon de créer peut-être la sous-traitance dans ce secteur aussi. C'est ça même qui a plongé cette province en crise. Parce qu'on n'a pas voulu encadrer tout le monde. Maintenant, l'essor, c'est quoi? Est-ce qu'on a évolué ou on n'a pas évolué? Y a-t-il une réserve de maïs cultivé par les miniers? Y a-t-il une grande capacité de production agricole cultivée par les miniers? Ça se trouve où? Ça fait maintenant 10 ans. Et ces réserves se trouvent où des maïs? Parce que les miniers ont cultivé. Vous savez, dans notre pays, il y a des sortes de cultures. Il y a la culture de masse, il y a aussi la culture bourgeoise. Si vous demandez aux miniers de cultiver, c'est une culture bourgeoise. Or, il y a des produits qu'on doit encadrer la masse, qu'on trouve, qu'on peut avoir des réserves à partir de la masse. Si on prenait même 5 millions de Katangais bien encadrés et chacun met en circulation des tonnes, on a 10 millions de tonnes de maïs. C'est ce qu'on devrait faire. Et ce maïs coûtera moins cher. Parce que vous dites aux miniers, maintenant ces réserves se trouvent où? C'est déjà la première faute qu'on a commise ici au Katanga. C'est ça même qui a détruit l'agriculture. Il y avait des gens, il y avait des fermiers, il y avait des gens. Leur métier, c'est l'agriculture. Leur métier, toute la nuit, ils réfléchissent comment faire. Maintenant, les miniers, là, ils doivent apprendre comment cultiver parce que dans leur objet social, il n'y a pas l'agriculture. Maintenant, ils vont cultiver où? Dans leurs concessions minières, ils vont encore faire des demandes complémentaires pour avoir des fermes. Ça, c'est déjà une faute. Donc, il fallait appuyer ceux-là qui ont la vocation On devrait créer un fonds au niveau de la province pour soutenir l'agriculture dans toute la province. Parce que nous devons cultiver à moins cher pour amener à tout le monde à acheter un sac de farine. Mais tu dis aux miniers de cultiver, ils vont cultiver pour leurs travailleurs. Est-ce qu'ils vont cultiver pour toute la population? Voilà la première erreur qu'on a commise ici au Katanga. Oui, héritier Maïla. Alors, M. Moukalay, vous disiez depuis longtemps qu'il y avait crise dans les pays. Et la question que je voulais vous poser, de l'autre côté où le gouvernement congolais vantait une croissance économique. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette croissance économique était fausse. Moi, je suis content, M. Maïla. Vous revenez encore à nos émissions qu'on a dénoncé la crise. La crise est provoquée par manque de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Parce que les gouvernants pensent que les opérateurs économiques, nous sommes des ennemis. Nous sommes des partenaires. Nous sommes obligés de collaborer. Si on amène les idées, on doit quand même faire des analyses. On a dénoncé depuis longtemps. Il y aura une crise, il y a la crise. Mais la croissance économique, il y a des indices. Premier indice, c'est les paniers ménagers de la population. La création d'emplois, les mouvements des capitaux. Moi, je vous dis, observez même la coupure de 500 francs. Vous allez voir. Est-ce qu'ici, au Congo, il y a la création de nouvelles richesses? Par exemple, cette année-ci, on a créé une nouvelle richesse équivaut à 300 millions de dollars.
l'État doit battre la monnaie pour absorber cette nouvelle richesse. Parce que cette nouvelle richesse n'a pas une monnaie équivalente dans la monnaie qui circule. On doit abattre une nouvelle monnaie. Vous allez sentir, vous allez observer des nouvelles coupures de 500 francs, de 1000 francs, de 500. Parce qu'on doit observer. Mais observez l'autre monnaie qui circule. Des vieilles coupures. Cela veut dire qu'il n'y a pas la création de nouvelles richesses. Il n'y en a pas. On ne peut pas confirmer notre croissance économique. Peut-être d'une autre manière. L'expansion économique, oui, au niveau du secteur minier. Maintenant, il faut voir, on a fermé. Il y a presque toutes les sociétés minières ont fermé. Allez, ici même, tout près de Kimbe, toutes les sociétés, il reste seulement CEDEM. Bientôt aussi, CEDEM va fermer. Vous voyez tout ça, on va maintenant parler de quelle croissance économique. Si la croissance économique qu'on a été basée sur le secteur minier, aujourd'hui le secteur minier est fermé et déstabilisé par les chutes des métaux. Moi, je pense qu'il n'y a pas de croissance économique. Donc, ce n'était qu'une illusion, c'est ce que je voulais Je ne sais pas, moi, économiquement, je ne saurais pas définir ça. C'est difficile à définir, la croissance économique dans notre pays. Vous savez, croissance économique, il y a des agents économiques qu'on doit tout d'abord analyser. On devrait parler de la microéconomie. La microéconomie, c'est une branche de l'économie qui analyse le comportement des agents économiques en rapport avec le revenu, en rapport avec fixation des prix, en rapport de la production et en rapport de la consommation. Est-ce qu'ici au Katanga, on peut parler des agents économiques? Parce que les agents économiques, il faut parler les acteurs économiques, il faut parler les industries. Est-ce qu'il y a des industries ici au Katanga où on peut estimer à soutenir la croissance économique? Moi, je ne pense pas économiquement qu'il y a croissance économique. Maintenant, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a la crise, vraiment, qui dépasse même les niveaux. Il n'y a pas de croissance économique. Monsieur Moukala Nsonko, finalement, donc c'est comme, qui dirait, c'est vraiment un cycle infernal. Chaque fois, 3 ans, 4 ans après, on doit parler de la crise, de la chute des métaux, et puis on fait semblant. C'est comme qui dirait que dans une certaine mesure, le pays n'est pas géré parce qu'on ne prévoit pas cette crise. Non, moi je pense jusqu'en 2005, on a travaillé convenablement. On était dans la pauvreté. C'est à partir de l'application de cette constitution qu'on a senti la crise. Parce que, vous savez, si il y avait évolution économique, vous allez voir aussi l'évolution du budget. Est-ce que notre budget évolue positivement ou négativement? On était dans 10 milliards. Aujourd'hui, je vous parle, c'est 9 milliards. Une prévision. C'est la raison pour laquelle, M. Sanga, la constitution idéale a toujours des problèmes. C'est ce qui a entraîné aussi la démocratie idéale. Prenez même Jean-Jacques Rousseau dans son livre 3 des contrats sociaux. Il dénonçait, vraiment, il était contre la démocratie idéale. Parce que c'était un absolu inaccessible. On ne peut pas instaurer la démocratie idéale. C'est la raison pour laquelle nous, le monde économique, on a besoin d'une constitution économique. Démocratie idéale, ça signifie quoi pour éclairer la lanterne? Parce qu'on ne peut pas atteindre, vous savez, l'idéal, c'est l'esprit. Qui va atteindre l'esprit? Qui va atteindre l'idéal? On a besoin aujourd'hui de la constitution réaliste qui poursuit quelque chose, qui poursuit les buts. Or, les buts de la constitution, c'est atteindre le bien-être de la population. Vous prenez même les livres d'Alexis Kelly, le libéralisme sans la démocratie. Il a dit que la mission du gouvernement, c'est atteindre le bonheur de la population par des peines et par des sacrifices. Est-ce qu'on fait les sacrifices pour atteindre le bien-être de la population? C'est nul. Moi, je dis il faut une constitution plus économique pour atteindre tout d'abord la démocratie économique. La démocratie économique, il amène l'homme au développement, amène l'homme au travail, il se responsabilise l'homme dans son avenir. Vous savez, j'ai suivi un jour, c'est l'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Thiabou Mumba, qui a cité la citation de Alfred Sauveil. L'avenir de la nation ne dépend pas de ce qu'on a fait de la jeunesse. Est-ce qu'on s'occupe réellement de la jeunesse? Moi, je pense que tout ça, il faut qu'il y ait une autre constitution, un modèle vraiment qui n'est pas idéal.
un modèle réaliste. Est-ce que, M. Moukalaï, vous ne pensez pas que, toujours dans ce même ordre, que nous avions ici au Congo, pas un problème de texte, c'est un problème d'homme? Non, c'est le problème des textes. Tout d'abord, les textes qu'on nous a... Moi, je vous ai donné l'exemple. À partir de l'application de cette Constitution, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez dans cette ville, et spécialement dans cette ville? Est-ce qu'il y a évolution économique? Il y a évolution de la vie. Est-ce que la ville a évolué? Si vous voyez, la ville a baissé sensiblement. Par rapport aux années passées. Par rapport aux années, quelle année tout d'abord? Non, à partir jusqu'en 2005, on a évolué. On était dans l'étape de la pauvreté. Mais aujourd'hui, je vous parle, nous sommes dans l'étape de la misère. Donc, il faudra dire que, même si vous ne voulez pas citer d'hommes, je parle d'hommes en tant qu'institution, il faudra dire juste après le départ du gouvernement provincial, on a commencé à sentir la misère ici au Katanga. Oui, parce qu'on n'a pas soutenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour soutenir l'économie ici? On a instauré les actes de charité, on a instauré les actes de chantage, au lieu d'organiser les actes de responsabilité. Les actes de responsabilité de l'homme. Il faut initier l'homme au travail. Est-ce qu'on a fait ça? Il y avait les actes de charité, qu'on donnait, qu'on fait des dons, de ceci. Mais tout ça, pour atteindre quoi? Moi, je vous dis, c'est le problème des textes. C'est parce que les textes ont prévu beaucoup de choses. Vous voyez, on a évolué avec, c'était les textes de transition. On a travaillé, on a organisé l'économie, on a construit, on a mangé comme il faut. Mais avec l'application de cette constitution, nous sommes en faillite. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'on change cette constitution en une constitution plus économique. Tout d'abord, pour limiter les champs d'action des partis politiques. Vous voyez ici, nous sommes dans la partitocratie ou particratie, où les pouvoirs économiques, politiques, sociaux sont concentrés au milieu des partis politiques. Or, il n'y a même pas de partis politiques ici. C'est une expression des familles qui se transforment en partis politiques. Ceux qui sont dans la politique, donc en principe, c'est... Est-ce que tout d'abord, il y a des partis politiques? Je vous parle, observez s'il y a d'accueil des partis politiques. Ce sont les mêmes motards qui accueillent les partis politiques. Troisième parti pour les mêmes motards. Cinquième parti politique, les mêmes motards. Maintenant, qui sont les membres? Donc, vous voulez dire qu'ils n'ont pas leurs membres propres? Non. Tout d'abord, ici au Congo, il y a seulement l'opérateur économique qui doit revendiquer. C'est le seul contribuable au budget qui nous donne la liste de leurs membres où ils payent les impôts. Tout, ils s'expriment en qualité de quoi? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une constitution plus économique pour séparer ce qui est politique, pour séparer ce qui est économique et pour séparer ce qui est social. Donc le pays est pris en otage par les partis politiques. Il faut voir même les sociétés techniques, il faut partis politiques, même l'administration, il faut partis politiques, tout, il faut partis. Non, on ne peut pas évoluer. On fait tout d'abord. Ici au Congo, il y a des savants. Vous, les hommes d'affaires, on vous laisse dans les affaires. Si vous prenez Alexis Kelly dans son livre qui gouverne, il a catégorie 3 notables qui gouvernent dans un pays. Il y a les notables politiques, il y a les notables économiques, il y a aussi les notables sociaux. Les notables sociaux, c'est ceux qui encadrent la masse. Les professeurs d'université, les enseignants, vous les journalistes, les pasteurs, nous les opérateurs économiques. Nous créons les emplois pour encadrer la population et donner les moyens à l'État. Les notables politiques s'occupent de la protection, des régulations, de sécurité. Tout ça, nous devons travailler en synergie. Si vous voyez, nous, les notables sociaux et les notables économiques, nous sommes exclus de la gestion du pays. C'est seulement les partis politiques. C'est ça qui a entraîné même la crise, même les décisions. Ils prennent ça en fonction. Il n'y a même pas de consultation. Je vous dis aujourd'hui où je vous parle, il y a une fraude populaire au niveau de Kasumbalesa. Tous les Katangais vont s'approvisionner en Zambie. Pourquoi? Parce que ces histoires coûtent moins cher. Il y a au moins de 10 000 à 20 000 personnes. Chaque jour, aller à Kasumbalesa, vous êtes journaliste, vous avez les droits d'aller voir ce qui se passe à Kasumbalesa. Ça a toujours été le cas, je pense. Aujourd'hui, je vous parle, c'est la fuite des capitaux. Si vous prenez 20 000 personnes fois 50 $, c'est combien? C'est $1 million. Les gens qu'on va acheter les histoires chaque jour. Si vous prenez un conteneur, la valeur de 50 000, c'est 20 conteneurs. Maintenant, qu'est-ce que l'État congolais gagne? Tout ça à cause des réformes non négociées avec les opérateurs économiques. Maintenant, la douane, un conteneur de tilapia, de Thomson et à Kasumbalesa, au niveau de la Zambie, ça coûte 4 000 $. Mais ici, chez nous, varie de 15 000 à 20 000 $. Maintenant, un carton de tilapia, là-bas, coûte 15 $ et 20 $, mais ici, c'est combien?
c'est à peu près 50 $, 65 000 francs. Maintenant, les gens, les choix, c'est quoi? Les gens préfèrent aller chercher en Zambie. Ça, oui, c'est une fraude populaire où je vous dis, même le directeur de la douane n'a pas d'éléments pour arrêter ce mouvement-là. Il va arrêter qui? 10 000 personnes, 20 000 personnes. Chacun a acheté 3 cartons, 20 cartons équivalents de 200 $, de 50 $. Vous allez arrêter qui? Mais les caisses de l'État, la caisse de l'État est déstabilisée. Tous les capitaux se trouvent au niveau de la Zambie. À cause de quoi? Des réformes. Maintenant, ici, chez nous, les droits d'entrée coûtent plus cher par rapport à la Zambie. Maintenant, nous finançons l'économie zambienne. Tout ça, c'est la Constitution. On doit séparer les deux, les trois, social, économique et politique. Nous avons besoin d'une Constitution plus économique. Oui, Héritier Maïla. Alors moi je suis tenté de vous dire, si on n'a pas évolué de 2005 jusqu'à ce jour, nous allons vous dire aussi que c'est à cause de vous les opérateurs économiques, parce que vous avez eu à gérer ou à diriger. Qui est l'opérateur économique qui a géré? Vous devez distinguer. Dans les opérateurs économiques, il y a 3 catégories. Il y a des commerçants, il y a des commerçants. Moi, je ne sais pas. Moi, on ne peut pas revenir sur les idées, sur les gilets romains. Moi, je vous dis, dans les opérateurs économiques, il y a les hommes d'affaires, il y a les commerçants, il y a aussi les trafiquants et les commissionnaires. C'est à vous de juger. Un commerçant a une histoire. Un homme d'affaires, pour être homme d'affaires, vous devez passer par à être commerçant. C'est à vous de développer ces 3 mots et vous allez classer chacun de nous qui est commerçant, qui est homme d'affaires et qui est trafiquant. Les hommes d'affaires n'ont jamais encore géré. On parle des opérateurs économiques. Non. Il y a plusieurs catégories. Nous tous, nous sommes des êtres vivants, mais dans les êtres vivants, il y a des ceux-là catégories. qui sont dans les affaires. Non. On ne peut pas revenir sur ça. C'est ça même la faute. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui pense sur l'avenir, quelqu'un qui respecte à payer les impôts, quelqu'un qui est clair, qui a des contacts faciles. Ce n'est pas quelqu'un qui détruit les pays. Non, celui-là n'est pas homme d'affaires. Il n'est pas homme d'affaires. On doit le qualifier. Non. Catégorie commissionnaire ou commerçant, je ne sais pas. Commissionnaire ou trafiquant, je ne sais pas. C'est à vous de définir. Mais, jusqu'à preuve du contraire, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les commerçants sont inscrits de la gestion du pays. Voilà la raison. On devrait négocier les lois économiques. Vous savez, le Katanga a une position géographique très fragile et délicate. Il y a une pression de l'Afrique australe économiquement. Si on ne tient pas compte des lois économiques de la Zambie, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, nous allons transformer les Katanga à un marché des autres. Jusqu'à preuve du contraire, les Katanga, c'est le marché des autres. Qu'est-ce que nous faisons? Bientôt, nous allons fermer tout. Si chaque jour, il y a $1 million qu'on verse en Zambie, le lendemain, nous allons fermer nos magasins. C'est parce qu'on prenait des lois sans nous. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une constitution plus économique que politique, pour limiter tout d'abord ce qui est politique, pour limiter les champs d'action des partis politiques. Vous prenez quelqu'un, parce qu'il est des partis politiques, vous le mettez dans l'administration, il n'a jamais géré l'administration. Il ne connaît même pas écrire une lettre officielle de l'État. Mais tout ça pour amener le pays où? Donc on sent donc pratiquement, M. Moukala Issonkwe, qu'il y a un manque de leadership à un certain niveau. Non, c'est les textes. C'est le texte qui a prévu beaucoup de choses. Vous savez, vous prenez tout d'abord les budgets que nous avons aujourd'hui, avec les institutions prévues. Est-ce que ça peut y aller? Est-ce qu'on peut soutenir ces institutions et arriver aussi à soutenir le développement de la population? C'est impossible avec 9 milliards. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une vulgarisation du mot budget. Parce que les budgets, les autres pensent, c'est l'argent qui se trouve au niveau de la Banque centrale qu'on va dépenser. Or, c'est l'argent que nous tous, nous devons cotiser. Même ceux qui réclament aujourd'hui le pouvoir. Oh, on va faire ceci. Est-ce qu'il connaît réellement l'essence propre du mot budget? Il faut sensibiliser. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de la constitution idéale. On a besoin d'une constitution réaliste, que tout le monde sache que nous devons contribuer au budget de l'État. Alors, si vous parlez du gouvernement provincial, on a vu quand même les efforts qui étaient fournis pour parvenir quand même à mobiliser les recettes. On peut parler d'AirCart, des péages, ainsi que
des vignettes qui ont été instaurées. Le résultat est là, c'est à vous de confirmer s'il y avait des... Qu'est-ce qu'on a fait avec les budgets où vous pouvez proposer vos budgets, mais on a parlé avec toi. Ce sont des budgets non réalistes qu'on ne peut pas aujourd'hui confirmer. On a atteint à combien? Peut-être, vous savez, dans les budgets, il y a beaucoup de choses. Tu peux monter un budget de 1 milliard, mais si le budget monte de 30%, même les frais de fonctionnement vont augmenter de 30%. Peut-être on fait ça pour augmenter les frais de fonctionnement. Mais dans tout budget, il y a aussi les fonds d'investissement. On a investi où? Dites-moi, même ici à Lubumbashi, on a investi où? Qu'est-ce que vous sentez qu'on a investi ici à Lubumbashi? J'ai parlé des routes ici, il y a le péage qu'on peut retrouver. Moi, je pense qu'il y a des promesses qui restent pendantes, je vous dis franchement. On nous avait prévu qu'on va lutter contre la pauvreté. Dans ce temps-là, on était dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes dans la misère. On a dit de transformer cette ville en une autre ville moderne. Si vous voyez, il y a un danger public aujourd'hui. Il n'y a jamais vu. Moi, j'ai déjà visité quelques villes. Il n'y a pas de caniveau ouvert. Aller à l'hôpital, sur 10 personnes malades, il y a 8 atteints par des malaria, tout ça, c'est parce qu'il n'y a plus d'entretien. Et pourtant, des fièvres typhoïdes. Ça se faisait régulièrement avec la brigade d'assainissement. Non, ce sont des caniveaux qui gardent de l'eau, qui gardent des déchets. On a diminué même les parkings. Dans quelle ville à travers le monde où vous trouvez les caniveaux ouverts dans une ville? Même c'est un danger public aujourd'hui. Une fois dérapé dans la route, vous êtes dans les caniveaux et vous pouvez mourir. Même les dangers, les enfants, l'eau qui coule. Moi, c'est ça que vous dites, la réalisation. Moi, je pense, c'est... Effectivement, il a parlé tout à l'heure des infrastructures routières. On a vu quand même, mais faute d'entretien, ça commence à s'abîmer. C'est que où? Ici en ville? À Lubumbashi, oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la citation de Julien Green. Qui dit quoi? Qui dit que le silence vaut mieux que n'importe quelle avalanche de paroles. Mieux vaut rester en silence que de parler des choses inutiles. Nous sommes dans la... Aujourd'hui, si nous parlons de la crise de santé qui ont géré mal la province, on a géré d'une manière vraiment qu'on ne peut pas, d'une manière archaïque, si on peut dire les mots. D'une manière artisanale. On a géré sans toutefois savoir qu'il y a d'autres secteurs, qu'il y a d'autres personnes qui contribuent même. Il faut les associer. Nous sommes aujourd'hui dans les chaos. Moi, je vous parle. En 2005, on était dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes dans la misère. Au moment où je vous parle, il y a 4 mesures de farine. Vous les connaissez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on a investi ici? On a perdu le temps. Ça existait depuis longtemps. Non. On a évolué. Moi, je suis dans les affaires. Je me souviens dans une autre émission, vous aviez évoqué ça. Alors, en disant que bon. C'était en 2015 avec vous. Il y a des mesurettes en verre maintenant. Donc ça persiste. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'on a réalisé ici? Moi, je pense qu'on ne peut pas parler des hommes, parler des événements. On parle des institutions. Et des idées pour prendre. Ça va nous servir comme des leçons. Oui. Ça va nous servir comme des leçons. Gérer, nous tous, nous devons participer à la gestion du pays. Parce que chacun doit amener une pierre pour construire le pays. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Aujourd'hui, nous sommes où? Donc, on a instauré... Si, la chose que vous devez être sûr, c'est instaurer les actes de charité. Ah, ça, je connais et j'ai vu ça. Mais les actes de responsabilité ici au Katanga, il n'y en a pas. On n'a pas instauré ça. Donc, ces actes, ça soulageait quand même dans une certaine mesure. Maintenant, ça continue. Ça continue.